Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Vous avez accès au chat normalement et vous pouvez, je vais justement initier. Bonjour, oui. Ah, Bonjour. super, c'est-à-dire qu'on a une bonne écoute. Merci d'être venu. Merci aussi à Marie-Laure de nous avoir conviés, nous, la Condamine, à réfléchir avec vous, avec votre communauté de l'Atelier des créateurs, sur le prix. Alors, je te laisse peut-être, Marie-Laure, te présenter et puis un peu Oui. expliquer comment on s'est rencontrés. Bonjour à tous. C'est moi qui vous ai envoyé un mail pour vous inviter à ce webinaire. Donc l'Atelier des créateurs, c'est une marketplace qui valorise le savoir-faire français et les artisans. Et au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique qui remontait régulièrement. C'était combien je vends mon objet. Comment je vends mon objet sur Internet, parce que c'est pas pareil qu'en boutique ou ailleurs. Donc du coup on s'est rejoint avec Pierre Benoît de la Condamine pour organiser cet événement pour vous expliquer et vous aider et vous orienter sur ce sujet-là. Voilà. Voilà, donc on a à peu près 40 minutes. Et puis après, dans le chat, si vous avez des questions, vous pouvez évidemment nous envoyer des questions via le chat. Moi, pendant les 40 minutes un peu de partage de réflexion, je ne regarderai pas les questions. Et ensuite, à la fin, vous pourrez évidemment nous poser à Marie-Laure et à moi toutes les questions. La Condamine, c'est une communauté qui permet aux artistes de vivre de leur art et on échange des bonnes pratiques entrepreneuriales pour justement permettre aux artistes d'avoir les outils pour valoriser leur travail. Et la question du prix est une question qui revient tout le temps, c'est une question essentielle. Et souvent, on a des artistes ou des artisans qui viennent nous voir et qui nous disent mais objectivement, moi, je ne sais pas quel est le prix de mon travail. Et il y a une question qui revient tout le temps, c'est est-ce qu'il y a un juste prix? Et je vais vous dire que malheureusement, il n'existe pas de juste prix. C'est le prix que les gens sont prêts à mettre pour acheter votre création. Et ça, c'est très très dur parce qu'on peut passer un temps infini qui ne va pas nécessairement être rétribué à la valeur qu'on estime la plus juste. Et il y a j'ai pris un exemple très concret, ce qu'on dit souvent. Seth Godin, par exemple, vous pouvez lire ce livre, La Vache Pourpre, qui explique un peu comment fonctionne le prix. Vous allez voir tout au long de ce webinaire, je vais partager avec vous aussi des références de textes que vous pouvez aller voir pour avoir quelques repères pour pouvoir créer votre grille tarifaire, puisque c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, en fait, il ne faut surtout pas demander à vos clients si le prix qu'ils vont payer est juste. Ça, c'est la première chose, déjà le premier repère. Pourquoi? Parce que les gens ne peuvent pas vous dire ce qu'ils pensent de la tarification, parce qu'ils ne pensent pas à la tarification, ils la sentent. Et ce mot, il est très important, sentir, parce que, en fait, on ne sait pas vraiment ce que coûtent les choses. Hein. Vous pouvez regarder, et je prendrai des exemples je vais prendre des bouteilles d'eau, et je vais prendre un exemple de bouteille d'eau un moment dans la conférence. Par exemple, l'eau, en fait, ça peut être gratuit. Mais vous pouvez très bien payer une bouteille Evian qui va être beaucoup plus chère qu'une bouteille cristalline. Et on ne sait pas vraiment d'où vient ce prix. Donc, l'acheteur, pour essayer de deviner, va essayer de sentir le prix que lui veut mettre. Et comme on est dans le domaine du message, puisque le prix c'est aussi un message, quand vous allez fixer un prix sur votre objet, vous allez envoyer un message et l'internaute va le comparer avec d'autres messages. Donc comment on peut envoyer un message qui fasse en sorte que votre produit soit bien perçu et puisse se vendre? Ça va être la question. Et il y a plein de gens qui ont réfléchi à ce sujet et notamment qui ont fait des expériences. Alors c'est pour ça que j'avais pris la photo de Frankenstein. L'expérience de Puto qui démontre en fait que
quand on parle de prix ou de grille tarifaire, l'acheteur va essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Il va essayer de sentir ce qui est le meilleur rapport qualité-prix et pour ça, il va se baser sur des prix de référence. Et l'expérience de Puto va montrer justement comment l'acheteur va essayer de définir ce qui serait le meilleur rapport qualité-prix pour lui. Alors, ce qu'a fait Joël Hubert et Christopher Puto, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une expérience sur un campus universitaire en prenant des bières. C'était exactement la même bière, mais il y avait un packaging différent et un prix différent, donc un message différent. Et voilà ce que ça a donné. Quand ils proposaient 2 types de bières, donc une bière à 1,80 €, une bière à 2,60 €, il s'est aperçu qu'il y avait 70% de personnes qui prenaient la bière à 2,60 €. Pourquoi? Parce que à 1,80 €, c'était perçu par rapport à l'estimation des acheteurs comme quelque chose de mauvaise qualité. Bon, ça ne veut pas dire que c'est non plus une bière très très chère. Mais vous voyez qu'il y a une répartition du prix, donc il va y avoir des acheteurs qui vont préférer ce qu'ils estiment être un meilleur rapport qualité-prix. Donc vous voyez, il y a 231 $ en tout, donc c'est la manière dont ça se répartit. Ils ont fait une autre expérience. Et là, ils ont fait une expérience avec une bière encore moins chère à 1,60 €, une bière à 1,80 € et une bière à 2,60 €. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez qu'en fait, les achats, donc le centre de gravité de l'achat, s'est reporté vers le 1,80 €. Qu'est-ce qui s'est passé? Les acheteurs ont comparé toutes les bières disponibles. Ils ont vu qu'il y a une bière à 1,60 €, ils se sont dit celle-là, elle est vraiment pas bonne. Ils ont vu qu'il y a une bière à 2,60 €, ils se sont dit celle-là, à 2,60 $, celle-là, elle est peut-être un peu trop chère, alors qu'avant, ils l'avaient achetée dans l'expérience précédente. Et donc, ils se sont reportés sur la bière à 1,80 €. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que quand vous avez une grille tarifaire, le plus cher au moins cher, vous allez avoir un nombre d'achats qui va tourner entre le prix moyen et le prix un tout petit peu plus cher. Là, vous avez une première démonstration. Donc, ça veut dire que quand vous pensez votre grille tarifaire, il faut vraiment penser à une gamme de prix qui va aussi dépendre d'un environnement, l'environnement concurrentiel, et ça, je vais vous en parler plus tard. Et l'expérience de Puto a aussi montré cela. Et là, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant, puisque vous voyez que le résultat est le résultat le plus pertinent, c'est ce qui va apporter le meilleur revenu, c'est que vous avez donc ils ont pris la bière à 1,80 €, ils en ont fait la bière la moins chère par rapport aux autres, puisque tout prix est relatif. Ils ont fait la bière du milieu, donc le centre de gravité, on va dire, pas tout à fait le centre de gravité, mais le deuxième prix, c'est 2,60 €. Et puis la bière la plus chère, c'est 3,40 €. Et on se retrouve à avoir une bière à 2,60 € qui se vend beaucoup plus que dans les expériences précédentes. Donc l'idée, ça va être de jouer, quand vous composez votre grille tarifaire, avec cette relativité, puisque le prix, c'est une relativité. Et on se rend compte que dans le troisième cas, le vendeur de bières qui possédait les 3 marques a mieux vendu ses bières et donc a optimisé sa grille tarifaire. Ce qui veut dire que quand vous avez une offre, ça peut être intéressant de faire une offre avec un produit très très cher. L'objectif n'est pas de le vendre, mais de donner un repère à votre acheteur et un prix un peu moins cher, mais pas forcément non plus trop cheap, pour que l'acheteur ait envie d'acheter plutôt au niveau du centre de gravité, c'est-à-dire un prix moyen. Donc, si je ne suis pas clair, n'hésitez pas à m'envoyer des questions dans le chat à la fin de ce webinaire et je pourrais développer cette notion qui s'appelle la déduction heuristique du prix. Donc, dans votre grille tarifaire, un prix très cher qui va juste montrer ce que peut valoir votre travail au mieux et un prix qui est le meilleur rapport qualité-prix ou qui est estimé par l'acheteur comme le meilleur rapport qualité-prix. Et vous voyez, dans 90% des cas, les acheteurs vont aller vers la bouteille qui va leur paraître être le meilleur rapport qualité-prix.
Et oui, puisque ce que j'explique, c'est que l'acheteur, comme il sent le prix, il y a un biais cognitif. Et c'est ce que David Wells, le directeur financier de chez Netflix, a très très bien compris. Hein. Il y a des gens qui sont très très forts en ce qu'on appelle le pricing. Tout simplement, Orange, hein, quand vous regardez les grilles tarifaires d'Orange, on se dit qu'ils, même si on fait les calculs dans tous les sens qu'on veut, ils sont toujours plus ou moins gagnants et ils ont une politique, une approche du prix qui est très très agressive, je trouve, et qui en tout cas a été vraiment pensée. Et donc, ce que David Wells dit, c'est que selon la théorie des prix, le consommateur choisit d'estimer le prix de manière heuristique, ce que je vous disais, c'est-à-dire de manière rapide et intuitive. Il ne va pas essayer de comparer pendant très longtemps. Alors, il faut savoir que sur Internet, ça peut quelquefois être le contraire pour certains produits, mais pour les produits d'art, c'est quand même beaucoup moins présent. Et pour les produits d'artisanat, un tout petit peu plus. Je pense aux bougies, par exemple. Si vous faites des bougies, je sais que chez l'atelier des créateurs, il y a des bougies qui sont en vente. Vous allez avoir des acheteurs qui, comme ils ne sont pas captifs de la boutique, là, ils ne sont pas captifs, ils sont sur Internet, ils vont aller comparer avec plein d'autres marketplaces. Et la marketplace avec l'environnement. Voilà. Et donc là, je vais y revenir. Juste pour vous prouver que le prix fait partie du produit, je vous propose de vous poser la question quand vous voyez ces deux bouteilles, une bouteille Evian et une bouteille qui n'est pas marquée, donc une bouteille déconditionnée, et de vous poser la question de quelle bouteille d'eau choisiriez-vous pour hydrater votre enfant. Il y a une bouteille Evian qui est à 2,50 €, une bouteille déconditionnée qu'on vous vend dans la rue à 10 centimes. Le prix fait partie du produit. Ce qui veut aussi dire que la manière de présenter votre produit, donc l'expérience que vous offrez par rapport à votre produit, va être déterminant dans le prix que vous pouvez proposer à l'acheteur. Pourquoi? Parce qu'on va avoir ce qu'on appelle une expérience d'achat, et c'est en ça que bien choisir ces marketplaces, c'est aussi comprendre quel prix on peut proposer sur une marketplace, puisqu'une marketplace, c'est comme une boutique. Et donc, il faut aussi comprendre l'environnement sémantique. Ce que j'appelle l'environnement sémantique, c'est tous les prix qui sont présents sur cette marketplace pour essayer de se mettre dans la grille tarifaire, de s'inclure dans la grille tarifaire générale de la marketplace. Puisque le prix fait partie du produit, votre prix va montrer à quelle marketplace vous pouvez appartenir. Donc, pensez que le prix, ça induit une expérience d'achat qui, plus le prix est cher, plus l'expérience d'achat doit être agréable. eBay, ce n'est pas pareil que l'atelier des créateurs. Donc voilà, puisque le prix, c'est une représentation, c'est une valeur sémantique, il va falloir définir votre prix de référence, ce que je disais tout à l'heure avec les bières, qui va vous servir de centre de gravité autour duquel vous allez construire votre grille de tarifaire avec un prix aussi très très cher, qui est le prix maximum, qui montre à l'acheteur que vous pouvez valoir ce prix-là, et un prix d'entrée de gamme, qui est le prix d'appel, qui doit être un produit qui ne vous prend pas trop de temps à produire. Attention, le prix d'appel, c'est un prix où, sur un produit, vous n'allez pas forcément faire une marge très importante, mais qui sert à capter un client à qui vous allez pouvoir ensuite, par un système de mail et de relations, vendre un deuxième produit un peu plus cher. C'est ce qu'on appelle le prix d'appel et le produit d'appel. Donc, votre grille tarifaire se répartit en 3 temps. Un prix que j'appelle le prix de centre de gravité, qui est votre prix peut-être de référence. Un prix qui est le plus cher, qui est votre prix maximum, qui montre la qualité de vos produits. Et le prix d'appel qui vous permet d'attirer, en tout cas de rentrer en contact avec des premiers acheteurs qui vont ensuite pouvoir aller sur des produits un peu différents. Donc, quand vous construisez votre grille tarifaire, vous pouvez utiliser ce repère-là. Voilà, c'est ce que je disais. C'est l'approche multidimensionnelle que je suis en train de vous proposer. Il y a un livre qui est gratuit que vous pouvez trouver sur Internet qui s'appelle The Art of Pricing de Rafi Mohamed, qui est très très bien fait et très facile à lire et qui va aussi vous donner une approche de négociation
c'est-à-dire qu'il va vous proposer de manière un peu plus subtile les manières dont vous pouvez construire votre grille pour aussi montrer que vous avez une certaine souplesse. Maintenant, pourquoi il est aussi important d'avoir des prix différents? Je vous ai expliqué que les 3 manières de répartir ces prix. Il y a aussi qu'un prix, je parlais aussi d'expérience d'achat, un prix sur un produit n'offre pas la même chose. Je m'explique. Imaginons, j'organise un showroom, je loue un pop-up store pour présenter des œuvres ou de l'artisanat, de la bougie, des tableaux, du petit mobilier. Dans mon pop-up store, je vais avoir des gens qui ne vont pas venir pour la même chose. Je vais avoir des amis qui vont venir parce qu'ils me soutiennent et donc ils vont sûrement faire un achat de soutien. C'est un achat à 20 € par exemple. Et puis, je vais avoir des personnes qui vont venir parce que ce sont des fous de design, qu'ils ont repéré mon produit sur différentes marketplaces, qui sont plutôt très bien cotés, et qui vont venir pour justement ce mobilier-là, et qui sont prêts à mettre à un prix beaucoup plus cher. Dans l'art, je vais prendre un exemple dans l'art, à partir de 700 €, on va réfléchir à l'achat, on ne va pas avoir forcément d'achat impulsif, donc on va revenir plusieurs fois. Alors qu'un achat à 20 € sera un achat de soutien qui peut se faire de manière impulsive. Entre 20 et 700 € et plus, c'est à partir de 700 €, entre 20 et 700 €, vous allez avoir des achats qui peuvent aussi être du coup de cœur, environ 300 €, et qui vont être beaucoup moins, qui vont pas être des achats de soutien. Donc vous voyez que le prix lié au produit n'offre pas la même expérience. Et les clients qui viennent vous acheter, ou les prospects qui viennent vous acheter, puisque c'est le nom d'une personne qui va vous acheter, ne vont pas chercher la même chose. Donc pensez, quand vous organisez un pop-up store, à toutes les expériences que vous pouvez offrir à différents clients, puisque si vous avez une gamme de prix large, vous allez capter différents types de revenus pour des gens qui ne vont pas venir chercher la même chose. Comme ça, on peut retomber sur ses pattes quand on loue un pop-up store qui peut nous paraître quand même quelquefois assez cher. Donc ça, c'est une approche et c'est ce que j'appelle identifier les volontés de payer. Idem, sur Internet, pensez bien que et là je vais vous lister quelques marketplaces qui n'offrent pas du tout la même chose aux vendeurs et aux acheteurs. Pensez vraiment à ce que vient chercher comme expérience l'acheteur. Je prends un exemple, si vous êtes chez Colette, à l'époque Colette était encore ouvert, c'était un concept store à Paris, où si vous y étiez, c'est que vous étiez très cher, même si vous proposiez une brosse à dents. C'était vraiment presque ridicule, mais c'était presque un jeu. Vous ne pouviez pas venir chez Colette et proposer quelque chose de pas cher. De même que si vous êtes sur CasoArt, eBay, là, vous n'allez pas du tout pouvoir proposer la même expérience. Donc, identifiez bien vos objectifs de vente et où vous vous situez, c'est-à-dire votre environnement. C'est là où on peut citer Sun Tzu. Sun Tzu, c'est un général chinois, c'est très utilisé en business. C'est en fait un petit livre qui se lit assez facilement. Donc Sun Tzu a écrit des adages qui peuvent nous servir quand on développe son activité, puisque finalement, en tant qu'artisan d'art, on est tous des entrepreneurs. Et il explique que la configuration topographique est d'un précieux concours dans les opérations militaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'endroit où l'on publie sa proposition de vente, que ce soit en dur ou sur Internet, va déterminer le type de client à qui l'on va s'adresser. Pourquoi? Parce qu'un endroit va attirer une type de clientèle, et ça on peut en parler de manière sociologique. Si vous exposez dans le 7e ou dans une galerie type Perrotin ou, comme je disais, Colette, eh bien forcément vous allez avoir des gens qui ont une volonté de payer, une volonté d'achat, avec un panier moyen qui sera supérieur à une exposition peut-être en banlieue parisienne ou sur un petit salon en région, un petit salon où vous pouvez tout de même bien vendre, mais le panier moyen sera moins grand. Donc, identifiez bien l'endroit où vous allez faire votre offre et
l'identification se fait aussi par rapport aux autres personnes qui vont vendre. Hein, donc il y a deux aspects à retenir quand on définit son environnement où l'on va vendre. C'est évidemment les gens qui viennent soit consulter le site, soit être dans l'environnement, c'est-à-dire qui ont l'habitude de venir sur le site. Et puis, la deuxième chose, c'est qui aussi utilise cette marketplace, donc qui sont vos, pas forcément vos concurrents, mais les gens avec qui vous exposez vos œuvres ou votre travail. Je donne un exemple très simple qui va vous parler et que je ne vais pas prendre pour l'instant dans le milieu de l'artisanat. J'ai une amie qui s'appelle Talisker, qui est une musicienne, et qui, quand elle est dans un environnement, elle peut jouer dans des préaux pour avoir des cachets. Alors, elle est intermittente du spectacle. L'expérience de la musique, en tout cas, est complètement conditionnée à l'environnement, puisque dernièrement, elle ne va pas faire l'Olympia, mais elle va faire une grande salle de spectacle à Paris. Et alors, le paradoxe, et ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que dans sa salle de concert, alors c'est pas l'Olympia, c'est la Boule Noire, c'est une salle de concert à Paris, mais l'Olympia, c'est connu en France, elle ne fait quasiment pas d'argent. En fait, elle a une énorme visibilité, mais elle ne fait pas d'argent. Donc elle va presque à perte quand elle produit elle-même le concert. Par contre, quand elle est dans le préau, alors on n'a pas la même expérience, mais elle va réussir quand même à faire un cachet. Alors vous voyez, l'environnement est intéressant. Là, on peut avoir des sites où on va faire du volume et des sites où on va faire de la notoriété. Donc c'est deux aspects différents. C'est un peu pareil dans votre grille tarifaire. Vous avez un prix très cher qui va faire votre notoriété et vous avez un prix plus accessible qui peut vous permettre de faire du volume. Donc l'environnement n'est pas uniquement relié à l'apparence. Donc qualifier votre environnement, c'est quelque chose d'essentiel dans votre stratégie de pricing ou de définition des prix. Donc là, je parlais de l'expérience. Je vais vous donner un exemple avec Airbnb, qui est assez connu. Airbnb, pendant 7 ans, ça ne marchait pas. Jusqu'à ce qu'ils réalisent que c'était à cause des photos. La photo de l'appartement qui était alloué. Les personnes qui utilisaient Airbnb, qui proposaient leur appartement à la location, en fait, ne savaient pas prendre de photos. Airbnb, à partir du moment où il a identifié ce problème, les fondateurs ont envoyé des photographes prendre des photos des intérieurs, et ce qui s'est passé, c'est que d'un coup, ça a marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'expérience de vente, c'est aussi la manière dont vous allez mettre en valeur vos objets. Des photos de qualité sur Internet valent 1000 mots. C'est souvent ce qu'on dit. Ce qui veut dire que, puisque le seul médium qu'a un acheteur entre l'acte d'achat et le moment où il reçoit son produit, va être la photo. La photo, ce n'est pas l'œuvre ou ce n'est pas l'ouvrage d'art. Et pourtant, c'est malheureusement la seule chose qui vous permet d'accéder à l'ouvrage d'art, en tout cas qui permet au vendeur de se faire une idée. Et aujourd'hui, avec Internet, la qualité des photos est juste primordiale. Alors, nous, on n'est pas Airbnb, on n'a pas forcément les mêmes moyens pour mettre en beauté ces photos, mais réfléchir à la manière dont vous mettez en scène vos produits pour les publier sur une marketplace, c'est objectivement vous garantir une augmentation de chances d'achat d'à peu près de 50 à 100%. C'est considérable, considérable au point que Airbnb, pendant un temps, payait des photographes pour aller prendre des photos gratuitement des intérieurs des utilisateurs du service. Alors, si vous n'avez pas d'appareil photo, peut-être que au sein de l'atelier des créateurs, vous pouvez mutualiser des ressources ou vous former. Il y aura, je pense, des actions en ce sens pour mettre en valeur vos photographies. Ça vaut aussi pour Instagram, ça vaut pour plein de choses dans votre communication. Le prix dépend de l'expérience et la photo, c'est la première expérience qu'a va avoir l'acheteur avec votre produit. Alors le baromètre d'achat, comme je le disais, ça va dépendre des expériences d'achat, ce dont je parlais. Et donc là, j'ai quelques marketplaces qui en fait ne proposent pas la même chose.
je reprends mon expérience l'exemple de l'artisan qui a une bougie. Il peut la vendre sur eBay, sur Willow and Grove, sur Etsy, sur The Socialite Family ou l'atelier des créateurs, ou même Empreinte, qui fait partie des ateliers d'art de France, ou Etsy. Toutes ces marketplaces ne fonctionnent pas de la même manière et ne vont pas envoyer les mêmes messages et ne vont pas attirer les mêmes clients. Donc, identifiez bien à quel marketplace vous pouvez appartenir. Et donc là, il y aura une stratégie un peu d'étude de marché. L'idée, c'est de ce qu'on appelle en marketing, et c'est pas forcément un gros mot, mais c'est un mot anglais qui s'appelle le benchmark. Le benchmark, c'est quand vous allez essayer de voir un peu le prix que font tous vos concurrents et vous par rapport à la qualité que vous pouvez proposer, la qualité évidemment de votre produit, des photos, des gens avec qui vous échangez. Vous allez pouvoir définir la marketplace où vous allez vous sentir le plus à votre place. Donc, identifiez les différentes marketplaces, ce que j'appelle l'écosystème et vos concurrents. Après, comme je disais, la méthode AB, c'est une méthode de test. J'ai utilisé cette photo où vous voyez que c'est un peu comme les jeux, il faut chercher les erreurs. Eh bien, quand on définit sa grille de prix, on va souvent la changer. C'est-à-dire que la pratique va vous permettre de savoir le prix que sont prêts à payer les acheteurs pour ce que vous produisez. Puisque rappelez-vous, au début du webinaire, on réfléchissait, on se disait que finalement, le prix juste, c'est ce que le client est prêt à mettre. Eh bien, pour savoir ce que le client est prêt à mettre, il va falloir quand même, de manière pratique, par l'expérience, empirique, donc de manière empirique, essayer de déduire le prix que le client est prêt à mettre. Et donc, vous allez pouvoir tester différents produits avec différents prix sur quelquefois quelques marketplaces pour voir l'appétence que peuvent avoir les prospects, c'est-à-dire que les personnes qui peuvent être intéressées par vos œuvres pour vos œuvres. Donc, vraiment essayer. Ça peut rentrer dans des techniques de série limitée, par exemple. Donc ça, c'est un conseil très concret que je vous donne, c'est essayer des séries limitées avec des prix qui changent totalement. Par exemple, essayez une série limitée où vous faites x2 sur le prix. Essayez de voir. Ça va être juste pour voir si vous ne pouviez pas augmenter vos prix. Et puis, si vous avez quelque chose qui ne se vend absolument pas, si vous avez fait de très belles photos et que ça ne se vend toujours pas, eh bien, essayez une série limitée où le produit va être différent et va être divisé par 2. En faisant ça, avec cette méthode AB, de soit multiplier les prix par 2 ou de diviser les prix par 2, vous allez tester en fait l'appétence de vos acheteurs pour ce que vous faites et vous allez pouvoir avoir une grille beaucoup plus pertinente. Ça, c'est la méthode AB. Alors maintenant, on parlait de faire des séries limitées. On n'était pas loin de parler des promotions. Alors voilà, comment on négocie. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette photo du 7e show d'Ingmar Bergman où vous avez la mort qui négocie avec le chevalier. C'est très très difficile de négocier et souvent on peut être tenté de faire des erreurs, c'est-à-dire de presque donner son travail. Et ça c'est vraiment pas facile. Je dis ça souvent quand on commence à vendre ses créations. On est quelquefois tellement gêné de les vendre parce que c'est très difficile de vendre une création qui vient de soi où on a mis son cœur, ses tripes. C'est souvent une partie de nous-mêmes. C'est très très difficile de négocier et on peut être tenté quelquefois même de les donner ou de faire des prix complètement ridicules. Et donc il y a quelques repères pour faire moduler le prix puisque la négociation c'est aussi une modulation du prix. Le premier, et là je ne parle pas sur internet, mais si on vous contacte et qu'on vous propose un prix ridicule, il faut surtout ne pas baisser votre prix ou accepter. Échanger plutôt un service que accepter un prix ridicule. C'est-à-dire, si vraiment vous voulez absolument vendre mettons cette bougie et que la personne vous en propose un prix où vous n'êtes pas viable économiquement, eh bien, essayez d'avoir un échange avec cette personne. Faites du troc. Pourquoi? Parce que si vous acceptez,
un prix ridicule. Ça veut dire de manière inconsciente ou de manière, ça sous-entend plutôt, que ce prix-là est la réelle valeur de votre produit. Si un prix est tout le temps en promotion, ça veut dire qu'au fond, il vaut le prix du rabais. Hein. Donc, si le prix devient ridicule, vous avez plutôt tendance, il ne faut surtout pas accepter, car le risque, eh bien, c'est que on garde en tête que votre bougie, en fait, elle vaut 5 euros, c'est-à-dire comme une bougie Ikea, j'exagère à peine, alors que c'est un produit d'art. Donc, vous ne pouvez pas accepter des prix ridicules. Donc, il va y avoir un seuil au-dessous duquel vous ne pouvez pas descendre. Si vous descendez le prix tout de même, vous ne pouvez pas proposer la même expérience. Prix différent égale expérience différente. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettons que ma bougie vaille 70 euros. La personne m'en propose 50. Je suis sur un marché. Ça peut arriver sur eBay, ça peut arriver quelquefois, alors sur l'atelier des créateurs, je ne pense pas, mais je suis sur un marché, la personne me dit, voilà, allez, je la prends à 50 euros. Eh bien, il va falloir trouver une solution pour compenser cette baisse de 20 euros qui est quand même énorme. Hein, ça représente plus de 30% du prix. Ça représente à peu près un peu moins de 30%, vous voyez. Donc je baisse un prix de 30%. C'est presque ridicule. Si je baisse trop vite, je dévalorise complètement la valeur de ce que j'ai à proposer. Donc vous ne pouvez pas baisser trop vite. Pareil, rentrer dans des négociations de vendeurs de tapis, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est agréable et qui va en plus valoriser votre produit, en tout cas votre œuvre. Donc ça va être de, par exemple, proposer autre chose comme un paiement plusieurs fois, des frais de livraison offerts qui vont de toute façon faire baisser le prix. Pourquoi les frais de livraison, c'est préférable de les offrir? Parce que ça ne va pas déprécier en fait la qualité du produit. Donc, dans votre négociation, pensez qu'il y a peut-être des leviers qui vont vous permettre de ne pas déprécier en fait la qualité de votre produit, en tout cas la qualité perçue, comme le fait tout simplement de baisser, d'offrir les frais de livraison. Et c'était le sujet donc de ce troisième tips, ce troisième petit conseil, où ce qu'on vous propose, c'est par exemple de proposer des délais de paiement, des paiements échelonnés, une livraison offerte. Vous pouvez imaginer plein de choses, hein. Ça peut être un format plus petit, ça peut être un autre type de produit où vous pouvez faire des efforts. Mais une bougie à 70 euros, si d'un coup en moins de 5 minutes elle passe à 50 euros, ça veut dire que son vrai prix, dans l'idée, dans la tête de l'acheteur, son vrai prix était 50 euros. Il va même se dire que peut-être il peut encore baisser. Et là, vous mettez le doigt dans l'engrenage, dans quelque chose qui est très très désagréable. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de vous remercier maintenant de m'avoir suivi. Je vous ai donné quelques repères pour construire votre grille tarifaire. Nous allons organiser une journée de formation où on va rentrer beaucoup plus en détail sur ces sujets. Donc une journée de formation avec l'atelier des créateurs qui peut être entièrement prise en charge par le FAFCA, donc votre organisme financeur quand vous vendez, c'est le FAFCA ou l'AFDAS. Donc renseignez-vous si vous avez besoin de creuser cette question sur votre grille tarifaire. On aura une journée entière dédiée à ça et à la fin, vous aurez une grille tarifaire faite par rapport à ce que vous faites, donc pertinente et conçue pour performer, donc augmenter vos chances de vente. Voilà, alors maintenant je vais passer aux questions du chat. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci Pierre Benoît. Alors, je vais actualiser. Alors, je vois qu'il y a une question de Hugo Carveni. Eh bien, Hugo, oui, en fait, mettre en scène votre produit sur les photos est primordial. Et c'est même la clé qui va vous permettre de proposer un prix plus cher. Je ne connais pas vraiment ce que vous faites. En tout cas, une mise en scène, une belle lumière,
par exemple, mettre en contexte, je pense à d'autres. Il y a plein de sites, plein de marketplaces qui font ça. C'est essentiel hein, sur un sujet qui n'est pas l'artisanat d'art. Typiquement, The Art Cycle, qui est une galerie en ligne, propose. Alors elle ne fait pas de l'artisanat d'art, donc ce n'est pas pareil que l'atelier des créateurs. The Art Cycle propose des mises en scène générées automatiquement et le rendu est plutôt agréable. Donc, absolument, mettez en scène votre produit. Alors, y a-t-il un ou des Je me profils permettre d'intervenir sur ce sujet. C'est 50% des ventes qui ne se font pas sont dues au manque de photos et de perception des acheteurs sur la taille et la qualité du produit. Donc, ça passe à 80% par ça. Voilà. Voilà. Alors, il y a des questions, Élise Pinel, qui peuvent aussi rejoindre la question de Joy Becquet. Alors, c'est sur la différence entre un prix galerie, un prix marketplace et le prix atelier. Alors, il est connu que les prix atelier sont moins chers, évidemment. Par contre, encore une fois, vous ne pouvez pas avoir du volume. Normalement, les marketplaces sont là pour vous garantir des volumes d'achat. Donc, si vous vendez systématiquement sur votre site web des produits aussi en marketplace, vous allez, eh bien, vous allez même vous dévaloriser un petit peu. C'est-à-dire que les gens ne vont pas jouer le jeu. Enfin, ça va être difficile. Je trouve que c'est envoyer des messages contraires. Par contre, si vraiment dans votre stratégie, vous avez des produits que vous voulez vendre en série limitée, eh bien, faites-les quelquefois, testez-les sur votre site web. En tout cas, vous pouvez proposer des choses différentes. Je pense surtout quand vous produisez en quantité, c'est comme si on allait prendre un prix d'usine. Ça peut être intéressant, mais en même temps, vous vous coupez dans votre relation de partenariat commercial avec vos distributeurs, l'atelier des créateurs ou d'autres. Bah, c'est vrai que ça peut un peu détériorer la relation. Alors, peut-être que Marie-Laure, tu peux en parler. Moi, personnellement, je pense qu'il faut distinguer les boutiques physiques et Internet, parce que c'est pas du tout les mêmes audiences qui vont acheter sur ces différents supports. Et par contre, il est vrai que ça, c'est une question qui revient effectivement régulièrement, c'est que la plupart des créateurs qui vont dans boutique ne maîtrisent pas les marges que font les boutiques physiques. Mais ils ont une audience locale, alors que sur Internet, il va y avoir un prix fixe. Et si vous êtes sur plusieurs marketplaces, en gros, sur plusieurs sites, bah, il faudrait quand même réussir à avoir un prix qui est homogène, parce que vous allez forcément avoir le réflexe des clients qui va aller chercher cet objet s'il plaît, et donc comparer. Ça, c'est quelque chose que tout le monde fait. Donc, si vous êtes sur un service comme le mien de l'atelier créateur où il y a autre chose que de vendre, c'est aussi de la visibilité, etc., et que vous mettez, on va rester sur la bougie, 15 € et que derrière vous êtes sur un autre site à 10 €, bah, il est évident que le client il va aller acheter sur l'autre site s'il fait sa recherche. Voilà. Donc, c'est important d'avoir aussi une stratégie globale par rapport à vos différents distributeurs, je pense. Je sais pas si j'ai répondu correctement à la question. Oui, en tout cas, j'ai l'impression. Je vois que. Alors, Benoît, vous parlez de prix, de grille tarifaire en fonction du type de création. En fait, la grille tarifaire, bien sûr, hein, les prix sont différents en fonction des types de grilles de création, et en même temps, l'acheteur va considérer toutes vos créations. Et ce qui fait que l'idée, c'est que si je ne sais pas exactement ce que vous faites, mais c'est une grille tarifaire, c'est à la fois pour vous en tant que marque, et certains types de produits qui peuvent avoir des formats différents et donc des prix différents. Alors, encore une fois, mais ce que vous dites là, un prix d'appel et d'autres beaucoup plus valorisants pour le travail que cela représente, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Est-ce qu'il y a encore des questions?
Je voulais juste apporter une toute petite précision sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux promotions et aux frais de livraison offerts. Il faut aussi se dire quelque chose, c'est que sur Internet, les gens, il y a énormément de sites qui proposent des services différents de vente. Donc, tu as pris comme exemple aussi eBay et autres, et Etsy qui sont énormes. Les internautes aujourd'hui, les acheteurs sur Internet ont l'habitude d'avoir des cadeaux. Ils ont l'habitude d'avoir les frais de livraison offerts, que ça soit pas cher, qu'il y ait des promotions. Et c'est vrai que c'est très difficile finalement quand on est sur des marchés comme ça où on veut valoriser l'artisanat et mettre en avant la créativité, la qualité du travail et la pièce unique. Parce que je sais que vous allez avoir des problèmes pour faire les frais de livraison offerts selon les types de pièces. Mais il faut absolument réfléchir à ce mécanisme de l'acheteur qui dit, moi, quand je vais sur un site internet et que j'achète une bougie 15 € et que j'ai 5 € de frais de livraison, bah, finalement, le produit que je veux acheter, il est plus à 15 €, quoi. Il est à 20. Et psychologiquement, on a, sur l'atelier des créateurs, il y a des ventes, mais il y a énormément d'abandon sur les paniers d'achat dus aux frais de livraison qui ne sont pas en corrélation avec le prix de l'objet. Donc, c'est vraiment, vraiment primordial à un moment de réfléchir aussi en se disant les coûts de production, la valeur que vous pensez pouvoir vendre sur la pièce, mais se dire aussi que l'acte d'achat peut varier de 50% ou 70% juste parce que au moment de la mise en panier et de la validation de la vente, il y a des coûts supplémentaires qui n'ont pas été psychologiquement intégrés dans l'esprit de l'acheteur. Donc ça aboutit à un abandon de panier et donc la vente est totalement annulée. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Si vous pouvez le faire, faites-le, quitte à augmenter un peu votre prix d'objet pour vous retrouver. Hein, mais c'est vraiment important de se mettre déjà à la place de l'acheteur à chaque fois. Quand vous voyez vos photos, est-ce que vous vous dites, ah, ça me vend du rêve, j'ai envie d'acheter est-ce que quand je vais au bout, j'ai une mauvaise surprise avec des frais de livraison qui sont à 50% du prix du produit. Voilà, c'est vraiment un mécanisme de réflexion qu'il faut aussi avoir sur la vente en ligne. Je vois qu'il y a alors il y a plusieurs questions sur l'intégration du prix des supports dans les prix, ou ils avoir des prix trop gonflés. Donc Anne-Claire, eh bien je pense qu'il faut bien distinguer le prix du frais de port, puisque ça peut être un levier de négociation. Donc donner de la lisibilité à votre client sur la manière dont se répartit le prix. Donc c'est la première chose. Ensuite, eh bien oui, c'est important quand même d'avoir une certaine cohérence dans votre grille tarifaire. Et ça, c'est assez délicat puisque les distributeurs ne fonctionnent pas tous pareil, mais par contre, l'acheteur, lui, il va vraiment sur Internet chercher à tirer les prix, puisqu'il est habitué à du gratuit en fait. Internet, ça a changé complètement la psychologie d'achat. Et donc, choisissez bien vos marketplaces. C'est pour ça que ça peut être intéressant de ne pas être sur toutes les marketplaces, pour rester cohérent. De même que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui vendaient en boutique et non pas en marketplace sur Internet. Eh bien, en boutique, vous pouvez vendre des choses qui ne se retrouvent pas sur Internet et donc vous pouvez justifier des prix différents, même si le temps que vous avez passé ou la matière que vous avez utilisée a le même coût. Voilà. Alors, faut-il mieux offrir directement les frais ou le proposer si un acheteur demande un rabais? C'est une bonne question. Tout dépend en fait de l'endroit où vous vendez. Si vous êtes sur un site qui offre quasiment systématiquement les prix au rabais, qui offre systématiquement les frais de port, ça va être souvent presque par défaut. Par contre, si vous êtes sur une autre marketplace, alors vous pouvez le proposer si l'acheteur demande un rabais. Donc ça va vraiment dépendre de votre capacité à comprendre les attentes ou l'habitude de l'acheteur et surtout où est-ce que vous vendez. Donc ce que je dis, votre environnement. Donc il faudra analyser l'environnement. Donc ça, c'est ce qu'on fera évidemment dans notre journée dédiée à la grille tarifaire et à la constitution de votre grille tarifaire pour augmenter vos ventes. Donc c'est de bien comprendre votre environnement et de toutes les caractéristiques de l'environnement. C'est aussi décrypter l'environnement. Voilà. Et ce qui va se faire, c'est que merci. Ce qui va se faire, c'est qu'on va enregistrer ce webinaire. Vous allez aussi pouvoir le revisionner.
Euh, Une petite chose, j'ai vu 2-3 questions qui concernent directement l'atelier des créateurs. Ce que je peux faire, c'est vous répondre en direct après. Ça sera peut-être plus concernant alors, la clientèle, les acheteurs, les alors, si je termine le webinar, je pense qu'on n'aura plus du tout accès au webinar et tu pourras pas continuer. Donc peut-être que tu peux le faire maintenant. Nicolas Las, non, je me disais que c'était un sujet qu'on peut voir à part. Voilà. D'accord. Eh bien, L'identification de la clientèle, la catégorie socio-professionnelle, ça reste quelque chose d'assez précis qui peut prendre un peu de temps. Donc, bon, comme on est limité sur le. bien sûr. Donc, l'adresse mail, c'est marilor@l'atelierdeschréateurs.com. Je vais vous la mettre dans le chat. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous répondrai avec plaisir et on pourra continuer la conversation sur ces sujets un peu plus précis qui sont pas dans le contexte de prix. Voilà. Voilà, n'hésitez pas. Voilà. Eh bien, merci à vous d'avoir suivi ce premier webinaire avec l'atelier des créateurs. Et merci Pierre-Benoît pour ton intervention. Merci. Eh bien, à bientôt. J'espère pouvoir échanger avec vous et découvrir aussi ce que vous faites. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail à Marie-Laure et on organisera soit un autre webinaire, soit des journées de formation. Voilà. Merci beaucoup. J'ai terminé le webinaire. Au revoir à tous et à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.